Estimez-vous que toutes les mesures ont été prises? Être médecin, ce n'est plus suffisant. J'aimerais savoir ce que vous voulez dire par laborantin. Parce que les gens qui vont manipuler ces agents-là dans les laboratoires, c'est pas des simples laborantins. Nous voici en pleine pandémie du SARS-CoV-2, échappé de Wuhan, pas très loin d'un laboratoire P4. Je ne vois pas pourquoi vous voulez interdire des P4, alors que si demain on a prolifération de l'Ebola ou la fièvre du Valais du Rift, qui sont des pathogènes groupe à risque 4, vous voulez qu'on les manipule dans un laboratoire de niveau 2 ou de niveau 3? Mais c'est impossible. J'ai senti que vous voulez un peu me pousser à cette polémique entre la France et la Chine et qui est-ce qui a ouvert le labo et qu'est-ce qu'on fait là-bas. Le taux de létalité est affolant, digne d'un épisode de guerre biologique mondiale. Beaucoup de ces pays n'étaient donc pas préparés à une telle pandémie, une telle attaque biologique virale. Ce qui m'intéresse en tant que professionnel, c'est de m'assurer à ce que les niveaux de risque sont respectés. Khalid Temsmani, président de l'association marocaine de biosécurité Amabios, ONG qui a vu le jour il y a 10 ans. Bonjour Khalid. Bonjour Samira Chtouani. Alors vous travaillez dans la biosécurité et la biosureté. Définissez-nous clairement et brièvement ces deux mots s'il vous plaît. La biosécurité, ce sont les pratiques qui permettent aux manipulateurs, aux laborantins, de rester sains et saufs et protégés lors de la manipulation d'un agent pathogène, sachant que les agents pathogènes sont des virus, des bactéries, des microbes, etc., des champignons. Et la biosureté, c'est les pratiques pour que l'agent pathogène en question soit protégé vis-à-vis d'un acte criminel par une personne qui, pour des raisons ou une autre, voudrait l'utiliser pour faire du mal à autrui. Professeur, depuis 2009, vous multipliez les conférences dans le monde entier, aux États-Unis, Corée du Sud, Japon, Canada, Suède, pour ne citer que ces pays. Au vu de la manière dont a été gérée l'arrivée de ce nouveau coronavirus, estimez-vous que toutes les mesures ont été prises à temps, en Europe, au Maghreb, en Afrique, ou au contraire que la pandémie a été sous-estimée? Je ne peux pas parler pour les autres pays, c'est fort possible, mais pour revenir à notre pays, à nous, le Maroc, moi je ne crois pas que la pandémie a été sous-estimée, pour la simple raison, c'est que le Maroc, comme d'autres pays, État membre de l'Organisation mondiale de la santé, est tenu par force de loi internationale à ce qu'on appelle la RSI, c'est-à-dire le Règlement sanitaire international. Il permet d'assurer une sécurité maximale de santé publique tout en minimisant les interférences avec le transport et le commerce international. Les autorités de santé publique marocaines au niveau des ports, aéroports et postes frontières sont tenues de mettre en place un plan d'urgence et de communiquer avec le point focal national de la RSI qui se trouve au ministère de la Santé concernant toutes les mesures de santé publique pertinentes. Professeur Temsmani, vous qui êtes au courant de la biosécurité dans le monde, et suite à cette pandémie que nous vivons en ce moment, est-ce qu'il va y avoir selon vous des changements au niveau de la sécurité bactériologique, à savoir des renforcements au niveau des laboratoires et des personnes habilitées à manipuler certains virus? La manipulation d'agents infectieux suit des guidelines, des lignes directrices dictées par l'Organisation mondiale de la santé. Maintenant, ce qui se passe, et ça c'est très important et beaucoup de gens ne le savent pas, et c'est peut-être un scoop, c'est que la 3e édition des lignes directrices OMS vont bientôt changer courant 2020 pour passer à la 4e édition des lignes directrices OMS sur la gestion des risques biologiques. Par exemple, les groupes à risque infectieux vont de 1 jusqu'à 4. Cette nomenclature va littéralement changer pour donner lieu à 2 catégories de choses, ce qu'on appelle les core requirements, c'est les exigences fondamentales. Et à cela, la nomenclature rajoute ce qu'on appelle les heightened measures. Ce sont des mesures renforcées. Donc, à partir de ce moment où ces guidelines 2020 vont sortir, donc la 4e édition, il va falloir se référer au jugement des personnes formées, des spécialistes et des professionnels sur le type de risque, le type de mesures techniques, d'équipement et d'installation à avoir à sa disposition pour pouvoir manipuler par exemple des échantillons de Covid-19. Un tout petit peu de rappel historique, je demande à ceux qui écoutent de bien retenir ce que je vais dire. Selon les travaux de la Oxford Academy, en 1918, la grippe espagnole est apparue dans une base militaire américaine au Kansas.
Une pandémie s'est alors propagée dans le monde, entre 50 et 100 millions de morts à travers la planète selon diverses estimations. La grippe espagnole, elle avait pour souche le H1N1. 100 ans plus tard, nous en sommes au H10N7, soit 22 souches différentes au H1N1, donnant toutes des grippes plus ou moins graves. En 2002, le SARS, le syndrome respiratoire aigu sévère, est apparu en Chine, 28 pays touchés, des milliers de cas, des centaines de décès. Et ce SARS avait été identifié comme un coronavirus, baptisé SARS-CoV. 8 ans plus tard, nous voici en pleine pandémie du SARS-CoV-2, échappé de Wuhan, pas très loin d'un laboratoire P4. Le taux de létalité est affolant, digne d'un épisode de guerre biologique mondiale. Alors face à cela, professeur, doit-on aujourd'hui développer de nouvelles technologies de sécurité anti-virus aux frontières aériennes, maritimes, routières? Et quelles seraient, si oui, ces nouvelles technologies, en tout cas, selon votre expérience? Pour ce qui est de cette question très très intéressante et très importante, ce que je voudrais vous dire, c'est que pour le moment, tout ce qui est utilisé doit rentrer dans le cadre de la RSI, de la réglementation sanitaire internationale, rien d'autre. C'est-à-dire, il faut se limiter à ce règlement international qui est donné par l'OMS et dont les pays sont États membres et ont ratifié ce règlement en 2005. Donc, pour le moment, il n'y a que ces précautions à prendre au niveau des aéroports. Prise de température, éventuellement isolement, et sachez que par exemple au Canada, ils ont carrément identifié des aéroports un peu partout dans le territoire canadien qui ne servent que à recevoir des avions provenant de pays qui sont éventuellement touchés par le Covid-19, et ces gens, une fois qu'ils débarquent, ils restent dans ces aéroports et toutes les précautions sont prises. Ça, c'est une technique nouvelle que le Canada est en train d'adopter en ce moment et que je trouve excellente. Mais des nouvelles techniques ou des nouvelles procédures, il faudra attendre la 4e édition de l'Organisation mondiale de la santé pour voir s'il y a des nouvelles procédures aux aéroports. Professeur Tamsamani, nous avons constaté que tout reposait sur la prise en charge précieuse d'urgentistes, infirmiers, infirmières, médecins, professeurs. En France, par exemple, la pénurie de masques et de matériel de protection a affolé les professionnels. En Italie, le manque d'appareils respiratoires a coûté la vie à des centaines de personnes. Des docteurs et infirmiers sont également morts de coronavirus dans divers pays. Beaucoup de ces pays n'étaient donc pas préparés à une telle pandémie, une telle attaque biologique virale. Quelles conclusions en tirer? Que proposer selon vous pour faire face à de telles épidémies? Vous savez, pour ce qui est de cette question de port de masque, question de pénurie et tout cela, parfois c'est des questions politiques dont je ne veux pas rentrer et je n'ai pas tellement envie d'en discuter parce que c'est pour ne pas créer de polémique autour de cela. Il y a des intérêts économiques, tout le monde le sait, mais tout simplement dire que, à l'avenir, ce qu'il faudrait faire, c'est d'assurer une souveraineté nationale en matière de production de masques hospitaliers, chirurgicaux, masques de protection tout court. Appel à la jeunesse, aux jeunes entrepreneurs, ouverture à l'innovation et à la création d'entreprises. Estimez-vous, professeur Tamsamani, que les ressources humaines en matière de biosécurité sont insuffisantes à travers le monde? Je dirais que jusqu'à présent, les professionnels certifiés, mais vraiment certifiés, il y en a à peu près 400 de par le monde, ce qui reste, à mon sens, insuffisant. Au Maroc, nous sommes, je pense, une vingtaine. Vu ces pandémies, vu cette augmentation faramineuse d'agents pathogènes qui apparaissent de par le monde et qui menacent le système de santé national, être médecin, ce n'est plus suffisant. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Un médecin, c'est une profession très importante. Un médecin fait son travail, mais il doit être encadré, dans le cas d'une telle pandémie comme le Covid-19, encadré par d'autres professionnels dans des domaines tels que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, la biossûreté et la biosécurité. On a besoin de plus en plus de ces profils-là. Et c'est pour cela que notre association, une des missions qu'elle s'est donnée, c'est de renforcer les capacités nationales, voire même internationales, parce que nous agissons même au niveau de l'Afrique et au niveau de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, pour renforcer les capacités humaines des professionnels de santé dans ces domaines-là.
Est-il urgent de multiplier les écoles de futurs laborantins? J'aimerais savoir ce que vous voulez dire par laborantin. Parce que lorsqu'on parle là de Covid-19 et d'agents pathogènes à haut risque infectieux, les gens qui vont manipuler ces agents-là dans les laboratoires, c'est pas des simples laborantins. Ce sont des professionnels de biosureté, biosécurité, c'est des professionnels de laboratoire, c'est des personnes qui ont fait de la microbiologie, c'est des biologistes, c'est des personnes qui connaissent un peu la sécurité biologique. Donc, est-ce qu'il faut multiplier? Ben oui. On a besoin de ressources humaines formées dans ce domaine-là. Malheureusement, que ce soit au Maroc ou dans les pays voisins, on n'a pas suffisamment de ressources humaines, de professionnels dans le domaine de la biosureté, biosécurité. Khalid Temsmani, vous êtes le président de l'association marocaine de biosécurité Amabios. Votre association est habilitée à certifier des professionnels, de futurs professionnels. Doit-on également multiplier des formations dans les universités? Nous, en tant qu'association marocaine de biosécurité, on a la chance d'abord de faire partie de IFBA, de International Federation of Biosafety Associations, la Fédération internationale des associations de biosécurité, laquelle a mis en place un système de certification professionnelle. Et nous, Association marocaine de biosécurité, on a eu le privilège, avec IFBA, de avoir 2 sessions de certification en 2017 et en 2018 ici au Maroc, où on a certifié une quarantaine de personnels de santé et d'experts de toute la région MENA, de 20 pays différents, et une deuxième certification l'année d'après en français, et une session de certification en arabe. Mais je crois que maintenant, il est plus que urgent que les universités puissent, à l'instar de l'université Al-Malik Saadi qui a mis en place un module de formation master en biosureté et biosécurité, à cet instar-là, il faut que d'autres universités marocaines fassent le pas vers la mise en place de filières spécialisées dans ces domaines-là où il y a un énorme besoin. Dernière question, professeur. Pensez-vous que la Convention sur l'interdiction des armes biologiques et bactériobiologiques, cette convention de 1972, pensez-vous qu'elle devrait être revue? J'aimerais développer, avant que vous puissiez y répondre, l'efficacité de cette convention est limitée, puisqu'elle ne prévoit aucune vérification, parce qu'à l'époque, les États-Unis s'y étaient opposés. Or, Wuhan, d'où est parti le coronavirus, abrite un laboratoire P4, inauguré, je le rappelle aussi, en 2017 par l'ex-premier ministre français Bernard Cazeneuve et par le directeur de l'INSERM, l'Institut de santé et de recherche médicale en France, Yves Lévy, qui, entre parenthèses, est le mari d'Agnès Buzyn, ancienne ministre de la Santé ayant démissionné le 16 février 2020. Alors, l'efficacité de la Convention est donc limitée. Les pays du monde entier, tout comme les peuples, doivent-ils mettre la pression pour faire interdire les P4? Oui, merci pour cette question hyper importante. Faut-il interdire les P4 et en l'occurrence, les P4, c'est ce qu'on appelle en anglais les BSL-4, les Biosafety Level 4, les laboratoires de niveau 4. Je ne vois pas pourquoi vous voulez interdire des P4, alors que si demain, ou même aujourd'hui, on a prolifération de l'Ebola ou la fièvre du Valais du Rift, qui sont des groupes de risque, des pathogènes groupes à risque 4, vous voulez qu'on les manipule dans un laboratoire de niveau 2 ou de niveau 3? Mais c'est impossible. Mais par contre, vous parlez de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, la fabrication et stockage des armes biologiques et à toxines. Cette convention-là peine à mettre en place un système d'inspection et de vérification tel que cela est le cas pour l'interdiction des armes nucléaires ou la convention pour l'interdiction des armes chimiques. Cette convention est là, elle est constituée de 15 articles au total. Mais il se fait qu'il y a des articles qui continuent à être difficilement négociés et négociables et qu'à chaque fois, on a l'impression de tourner en rond. L'article 1, c'est de ne jamais, en aucune circonstance, ni acquérir, ni conserver des armes biologiques. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est l'article 10. Il demande aux pays d'appliquer toutes les dispositions de manière à encourager l'utilisation, c'est très important ça, des sciences et des technologies biologiques à des fins pacifiques. À des fins pacifiques. Maintenant, le laboratoire P4 à Wuhan, c'est un laboratoire expérimental.
J'ai senti que vous voulez un peu me pousser à cette polémique entre la France et la Chine et qui est-ce qui a ouvert le labo et qu'est-ce qu'on fait là-bas et qui est-ce qui l'a inauguré, tout ça, personnellement, ça ne m'intéresse pas de le savoir. Ce qui m'intéresse, c'est un peu en tant que professionnel de biosécurité, c'est de m'assurer à ce que les niveaux de risque sont respectés, à ce que les équipements de protection personnelle sont bien portés par le personnel soignant et parce que la vie des êtres humains en dépend. Donc, ça, c'est ce qui m'intéresse. Voilà, donc ça, c'est un peu pour répondre à votre question. J'espère que j'ai été complet là-dessus. Je vous remercie pour toutes vos réponses, professeur Temsmani. Il est vrai que travailler sur des médicaments à partir de virus très très dangereux nécessite des P4. Seulement le coronavirus SARS-CoV-2, parti de Wuhan, était tout comme la grippe espagnole, partie d'une base militaire du Kansas, totalement inconnu de notre système immunitaire, de quoi soulever la question de savoir d'où venaient ces virus totalement inconnus de notre système immunitaire. Une question qui, je pense, connaîtra sa réponse d'ici quelques semaines, quelques mois, voire quelques années. L'avenir nous répondra donc à cette question. Khalid Temsmani, professeur en chimie, président de l'association marocaine de biosécurité Amabios. Merci beaucoup. Merci à vous, Samira Chouani. C'était un plaisir d'échanger avec vous et à une prochaine. Ma salama.